L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Les sujets ne manquent pas ce matin, mais c'est à l'ancienne ministre de l'écologie que nous aimerions bien tous les deux vous poser une question. Visiblement, il y a la grande conférence qui est liée justement à l'environnement demain, et l'affaire des gaz de schiste est enterrée alors que pendant l'été, Jean-Marc Ayrault avait dit que peut-être une commission serait mise sur pied pour voir exactement de quoi il retourne. Est-ce que vous considérez que si on enterre cette affaire demain définitivement, c'est énergétiquement pour le pays une catastrophe? Alors moi, je me suis battue et j'ai obtenu la loi qui interdit la fracturation hydraulique, qui est aujourd'hui la technologie d'exploitation du gaz de schiste. Je pense que l'exploitation du gaz de schiste, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Canada, on l'a vu dans d'autres pays, ça a été une catastrophe environnementale, en termes paysagers, en termes de qualité de l'eau. Et vous savez, l'eau, une fois qu'elle est polluée, une fois que la nappe est polluée, elle est polluée pour des années. Le problème, c'est que j'ai un doute. Non, attendez, j'ai un doute sur ce qu'ils font, moi. C'est que cette loi, on l'a votée, cette décision, on l'a prise. Moi, j'ai fait abroger les permis d'exploration qui avaient été donnés, et depuis 3 mois, on a droit à une valse hésitation, et de semaine en semaine, les uns et les autres, au gouvernement, ne disent pas la même chose. Non, Ayrault a dit au cœur de l'été qu'ils peut-être ils allaient étudier. Ils ont déjà dit 3 fois. Ils ont déjà dit 3 fois, on n'y ira pas. Et 3 fois, ils ont dit finalement, on envisage d'y aller. Donc, vous me permettrez d'avoir un doute. Et d'avoir un doute d'autant plus sévère, d'autant plus profond, qu'ils ont déjà montré leur faiblesse sur les questions d'écologie. C'est quand même un gouvernement qui a commencé sur l'écologie, en débarquant sa ministre de l'écologie sur l'injonction du lobby pétrolier. Ça se passait au mois de juin. Nicole Bricq était dans un conflit avec les pétroliers sur la question des forages en Guyane. Elle a été débarquée. Vous savez, c'est pas neutre, parce que c'est un ministère, même si maintenant ils en ont réduit un peu le champ, ça reste un grand ministère dans lequel il y a beaucoup d'activités de toute nature, et notamment les activités qui concernent les industriels, sûreté nucléaire, sécurité industrielle, politique des déchets, politique de l'eau, des activités qui parfois peuvent gêner aussi les industriels. Il y a beaucoup de pression. On heurte des intérêts, on heurte des habitudes. Ce que je veux dire, c'est que toutes les semaines, vous êtes sous pression dans ce ministère. Et il faut bien sûr ne pas céder. Et naturellement, le jeu des uns et des autres, c'est d'essayer de contourner le ministre et d'aller voir le Premier ministre, d'aller voir le Président de la République. Si le premier geste, Guillaume Durand, si le premier geste du Président de la République, c'est de faire sauter la ministre de l'écologie, parce qu'il y avait un pétrolier qui n'était pas d'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait au mois de juin. Mais c'est le premier geste de François Hollande en matière d'écologie, ça a été de faire sauter la ministre de l'écologie sur l'injonction d'un lobby. Et donc moi, je reste dubitative sur tout ce qu'ils peuvent déclarer sur le gaz de schiste, surtout après avoir dit 3 fois des choses différentes. Mickaël Zamès. Nathalie Kosciusko-Morizet, les emplois d'avenir ont été votés hier soir à l'Assemblée nationale. Il y a personne, 50 députés. 50 députés, mais est-ce que vous avez voté, vous, ces emplois d'avenir ? Non, moi je suis pas favorable à ce projet. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr. Il y a dialogue au sein de l'UMP. Vous n'êtes pas tous d'accord. Bien sûr, sont ça va être créé, ça va être quelques emplois, et pour ceux qui les auront, tant mieux. Mais emplois d'avenir, l'avenir, sûrement pas. Sûrement pas. Ce sont 150 000 emplois qui sont créés exclusivement dans le secteur non marchand, dans les collectivités territoriales et dans le milieu associatif. Dans les collectivités territoriales, on le sait, on a aujourd'hui trop de monde. Les collectivités territoriales ont fortement augmenté leurs effectifs, et dans des conditions qui n'étaient pas justifiées par des transferts de compétences. Si vous regardez les effectifs des régions, entre 2006 et 2008, ils ont été multipliés, tenez-vous bien, par 3,4. Par 3,4. On crée des emplois là où il y a déjà, on le sait, trop de monde, des emplois qui, dans un premier temps, vont être financés par l'État, c'est-à-dire l'impôt du contribuable national. À terme, s'il faut garder... Mais c'est ça ou le chômage. Parce que c'est ça ou le chômage. Parce que des deux côtés, on paye de toute façon. C'est ce que dit Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Attendez, moi j'ai bien entendu le discours tenu par le président de la République dimanche soir. C'était sur TF1. Et à un moment, je me dis, tiens, il y a de la raison, il y a une évolution. Il nous dit, on ne peut pas compter que sur les emplois publics. Ce qui est important et l'avenir, c'est les emplois dans le secteur marchand.
Et puis après, on lui demande, mais alors quelles vont être vos propositions? Et là, la première proposition, emploi d'avenir. Emploi d'avenir. Donc emploi entièrement financé par l'impôt et dans le secteur public. Non, ça n'est pas l'avenir, je le redis. Et de toute façon, les personnes qui iront dans cette voie vont dans un secteur dans lequel il y a déjà trop de monde. Alors c'est vrai, on crée de l'espérance. C'est vrai que ça fera... Ça peut aider l'emploi, en tout cas, pour commencer, c'est peut-être aider l'une des personnes. solutions. Non, ça ne peut pas aider l'emploi. Ça peut aider quelques personnes qui auront ces emplois-là. Mais l'emploi au niveau national, l'emploi de tous... ça ne va pas l'aider, parce que c'est encore des emplois qui créent du déficit, des emplois créés par l'impôt, des emplois sans perspective. J'ai plein de questions à vous poser avec Mickaël. D'abord, est-ce que Montebourg sert à quelque chose après l'affaire Peugeot? Je crois qu'il a montré sur cette affaire-là. Parce que là, on est au cœur d'une affaire d'emploi. Justement. Les industriels sont dans une situation délicate, qui est une situation d'échec. Ils licencient. Je crois qu'il a montré que c'était énormément de gesticulation. Mais vous savez, Arnaud Montebourg... Mais est-ce que le politique peut faire quelque chose? Arnaud Montebourg, il a toujours été comme ça. Quand vous regardiez Arnaud Montebourg fonctionner à l'Assemblée nationale, vous aviez l'impression de voir du théâtre. Parfois du vrai théâtre. Hein. Il fait les choses avec conviction. C'est intéressant, mais c'est pas forcément ce que vous attendez d'un politique. Arnaud Montebourg, député, c'était souvent du théâtre. D'accord. Mais imaginons que vous soyez non pas ministre ministre du redressement. On a l'impression qu'il y a de la continuité. Mais ministre de l'Industrie, la situation de Peugeot, par exemple. Moi, j'ai toujours pas compris la différence entre le ministre du redressement productif et le ministère de l'Industrie. Non, mais d'accord, mais ça, on le sait très bien que c'est... Oui, c'est vrai. Non, parce que vous avez l'air de dire que c'est fondamental. Non, c'est pas du tout. Justement, je disais ça avec ironie, c'est pas du tout fondamental. Mais ils disent que c'est quand même quelque chose qui a été négocié entre la famille Peugeot et Nicolas Sarkozy et qui a été décalé. Donc, qu'est-ce qu'on répond à cette affaire-là? Et deux, imaginons que vous soyez ministre de l'Industrie, qu'est-ce que vous faites quand tout d'un coup Philippe Varin vous dit il faut arrêter 8000 personnes parce qu'on ne peut pas faire autrement? D'abord, je n'insulte pas, je l'écoute. Parce que cette méthode qu'a le gouvernement de systématiquement mettre sur la sellette tous les patrons, tous les entrepreneurs, comme si c'était des voyous, comme si ils n'étaient pas bienvenus en France, comme si l'entreprise, l'esprit d'entreprise n'était plus le bienvenu en France, franchement... c'est pas bien vis-à-vis de ces gens-là. Et on est dans cette séquence-là, d'après vous? Ah bah oui, c'est évident. Et puis là, écoutez-les parler, hein, ils le ressentent tous. Ceux qui ont été personnellement ciblés par certains ministres, comme ça a été le cas pour Philippe Varin, mais aussi tous ceux qui travaillent au quotidien, qui se battent dans un contexte économique qui n'est pas facile et qui ont l'impression que la France leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. Qui ne sont plus les bienvenus. Bien sûr qu'il y a ça d'abord. Donc moi je commence, Guillaume Durand, par ne pas insulter les gens. Et puis il y a autre chose. C'est qu'il ne faut pas donner des fausses espérances. Un des problèmes pendant la campagne présidentielle, c'est qu'on a vu les socialistes défiler dans toutes ces entreprises dans lesquelles il y avait des risques de plans sociaux, en expliquant qu'avec eux, tout serait différent. Je peux vous faire la liste. Hein. Il y a Doux, il y a Fralib, il n'y a pas que PCA. Mais attendez, moi aujourd'hui, je serais un salarié. Vous n'avez pas répondu sur le fait que la majorité que vous représentez avait laissé différer ces plans sociaux, y compris ceux de Peugeot. Attendez, ils le disent, ils l'ont dit. C'est faux ou c'est pas faux? Écoutez, on sait bien qu'en période électorale, il y a par nature toutes sortes de choses suspendues. Et c'est pas le ministre qui appelle en disant, dis donc, il faudrait attendre avec le plan social. Ils n'ont pas listé ils ont listé le président. D'accord. Vous trouvez ça très crédible? La vérité, c'est qu'en période électorale, il y a énormément de choses suspendues. C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai, par exemple, dans les transactions immobilières. Vous demandez à n'importe quel agent immobilier, ils vous disent en période électorale, les gens, ils n'achètent pas, ils vendent pas, ils attendent. C'est comme ça. C'est comme ça dans le monde économique. D'ailleurs, le secteur économique s'en plaint beaucoup parce qu'ils disent souvent que les périodes électorales ne sont pas des bonnes périodes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Faire croire que tout va s'arranger pendant la période électorale, rien que du fait du changement de président, tenir le discours qu'a tenu François Hollande, il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise. Le problème, c'est Nicolas Sarkozy. Quand il n'y aura plus Nicolas Sarkozy, tout ira bien. Enfin, et puis après, en Champagne, il a dit la crise est immense, la crise est exceptionnelle, la crise est sans précédent. C'était plusieurs mois après. C'était surtout le contraire de ce qu'il avait dit pendant la campagne. Mais vous connaissez les campagnes pendant électorales. La campagne, il a vendu l'idée. Depuis la fin des années 70, c'est le terrain du n'importe quoi. Écoutez, non, moi, je suis pas d'accord. Nous, on a essayé de tenir un discours de vérité pendant la campagne électorale et la crise, par exemple, on en parlait. Et les efforts qu'il y aura à faire après la campagne pour réduire les déficits, on en parlait. Vous écoutiez François Hollande, il n'y avait pas de crise. Le problème, c'était Nicolas Sarkozy. Il n'y aurait aucun effort à faire nécessaire après. Et j'ajoute un truc, moi qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il a continué après son élection.
quand on dit mais c'était pour l'élection. Non, il a continué après son élection parce qu'il y avait l'élection législative. Et quand vous regardez ce qu'a fait ce gouvernement, ça a été des séries de cadeaux pendant l'élection législative, parce qu'il fallait gagner l'élection législative. Donc on a eu l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, on a eu des annonces sur le retour en arrière sur la réforme des retraites. Et puis aujourd'hui, on nous présente la facture. Et dimanche soir, François Hollande, c'était un président qui présentait la facture. Nathalie Kosciusko-Morizet, on en vient maintenant à l'UMP, il reste peu de temps, alors on va essayer d'aller vite. Est-ce que vous avez vos parrainages ? Depuis le début de la campagne, je refuse systématiquement de répondre à cette question. Alors Bruno Le Maire, lui, a répondu à la question, je vous la repose. Il a 4825 parrainages. Où en êtes-vous ? Oui, écoutez, je vais vous dire pourquoi je n'y réponds pas. C'est quand vous regardez les déclarations des uns et des autres depuis le début de l'été et que vous en faites la suite tout au long de l'été, elles ne sont pas cohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'intox. Il y a un concours d'intox des uns et des autres. Moi, ce que je veux, c'est avoir mes 8000 le 18 septembre, mardi prochain. Mon objectif, assez proche, mon objectif n'est pas de faire du marchandage ou de faire de la communication ou le compteur sur mon nombre des parrainages. Mon objectif, c'est de pouvoir être candidate. Et je me bats depuis le début de l'été, seule d'ailleurs pendant tout l'été, active sur ce sujet. J'ai fait le tour de France en caravane pour aller chercher les parrainages là où étaient les Français, c'est-à-dire beaucoup sur les plages. Je me bats pour avoir ces parrainages pour me présenter. Donc je ne fais pas de la communication sur les parrainages. Vous avez demandé un report à l'UMP qui a été refusé. J'ai demandé un report parce que justement je suis assez proche du but. Et proche, c'est combien, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Une centaine, 200, 1000 ? Ça, par définition, ça s'additionne tous les jours. Je suis assez proche du but, vous verrez bien le 18. J'ai des chances de l'atteindre. Ça reste un peu incertain. Et je trouve en plus qu'aujourd'hui, beaucoup de nos militants sont juste en train de se rendre compte finalement qu'il y a une élection. Certains ne sont pas informés, certains n'ont pas reçu de courrier. Et donc ce que j'ai demandé... À qui la faute ? Ce que j'ai demandé, c'est l'envoi d'un courrier à tout le monde. Tout le monde s'accordait. Hier, on avait bureau politique, tout le monde s'accordait pour dire, écoutez, la procédure n'est pas adaptée. Le problème, c'est que beaucoup tiraient la conclusion qu'il faudrait l'adapter plus tard. Tout le monde disait qu'il faudrait envoyer un courrier à tout le monde. Mais on faisait remarquer qu'il fallait quelques jours de report pour avoir la réponse du courrier. Et c'est là que ça a coincé. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on a des militants dont le droit, en quelque sorte, à parrainer, à s'investir dans cette campagne, aujourd'hui n'est pas vraiment respecté parce qu'ils n'ont même pas été informés de la procédure. Et je trouve ça dommage aussi parce que une élection, il faut que la candidature soit un minimum ouverte. Aujourd'hui, tous les sondages qui ont été faits montrent que je suis en 3e position dans le choix des militants dans cette élection, derrière François Fillon et Jean-François Copé, mais en 3e position, que je réussisse pas avec tout ce qui a été fait et avec le fait que j'apparais en 3e position dans cette élection à réunir le parrainage, ce serait quand même... Donc je me bats pourquoi ne pas faire une 3e voie si vous êtes en 3e position? On parle de plus en plus d'un ticket avec Xavier Bertrand et Bruno Le Maire. Mais écoutez, si certains veulent discuter et rejoindre cette dynamique que j'ai créée depuis le début de l'été, ils sont les bienvenus, mais il ne faut pas inverser les choses. Vous savez, moi je suis candidate. Donc vous serez numéro 1 sur ce ticket. Attendez, c'est pas le sujet. Moi je cherche mes parrainages depuis le début de l'été pour être candidate. Xavier Bertrand les a, lui, ses parrainages. C'est ce qu'il dit. J'en sais rien. Moi, je cherche mes parrainages depuis le début de l'été pour être candidate. Je trouve assez curieux d'aller chercher des parrainages sans être candidat. Déjà, la première chose. Je cherche mes parrainages pour être candidate autour d'un certain nombre de propositions très concrètes, notamment la décentralisation du parti. Mes propositions ont été assez largement reprises par les autres candidats. Je trouve que c'est une chance. Je ne m'en plains pas, bien au contraire. Mais enfin, c'est qu'elles ne doivent pas être aussi inutiles que ça. Je fais campagne dans un contexte dans lequel les sondages montrent que je peux être cette 3e voie. Je suis heureuse et c'est le cas ces derniers temps, il y a un certain nombre de parlementaires qui ont déclaré leur soutien, qui se sont ralliés à moi. J'étais chez Fabienne Keller mercredi à Strasbourg, on a fait une réunion magnifique, donc ça bouge dans le bon sens. Plus cette mouvance s'étend, mieux c'est. Mais je veux dire, il ne faut pas inverser les choses non plus. Dernier point, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en tout cas c'est ce qui ressort de tout ce qu'on dit, que l'affaire est pliée pour François Fillon? Je sais bien que pour quelqu'un qui est candidat à une présidence, c'est assez désagréable de faire ce constat, mais est-ce qu'elle n'est pas totalement pliée? Je pense que d'abord une élection n'est jamais pliée, et aujourd'hui on parle énormément des parrainages. Le problème suivant, ça va être la participation. Parce que... Ça veut dire qu'un président mal élu est un président qui ne sera pas crédible. Ça veut dire qu'une élection dans laquelle il y a une faible participation est une élection par nature assez indécidable. On le voit bien, vous savez, sur les cantonales partielles, ces élections qui mobilisent assez peu. Quand vous avez 20-25% du corps électoral qui se déplace, peut se passer des choses inattendues. Et puis surtout, ça veut dire que c'est un problème pour le parti dans son ensemble, pas seulement pour tel ou tel candidat. Moi, je ne vous parle pas seulement des chances de tel ou tel. Le sujet, c'est le parti dans son ensemble, c'est la capacité du parti à mettre en place un processus démocratique et à montrer qu'il intéresse aussi les militants
Aujourd'hui, nos militants, ils craignent cette élection, ils craignent le duel. Moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de variété, pas beaucoup de débats. Je le dis, les propositions principales d'organisation qui ont été faites, elles ont été faites par moi depuis le début de l'été sur la décentralisation du parti. Je suis heureuse qu'elles soient reprises par les uns et les autres. C'est le terme. Je trouverais ça encore mieux si je pouvais les porter jusqu'au bout. Merci mille fois donc d'être venu ce matin en direct.